bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Un point lecture assez conséquent, mais il y a quand même d'excellentes découvertes dont je vais vous parler tout de suite. On va commencer ce point lecture avec une romance des plus poignantes, la véritable définition de la romance slow burn avec I Can't Falling in Love de Alicia Garnier, publié chez Hugo, collection New Romance, le premier tome de la duologie. Alors attention, c'est une lecture très difficile qu'il faut lire au bon moment. C'est une lecture qui va aborder le deuil, la dépression, l'addiction, mais aussi une lecture qui pourra aborder tout simplement des sévices à caractère sexuel, du moins dans le passé de notre héroïne. Je préfère le mentionner même si c'est des choses qui peuvent être un petit peu spoilantes, mais voilà, moi je sais que j'ai pas lu ce livre au bon moment et c'est bien dommage parce que j'ai été d'autant plus bouleversée et j'ai eu du mal à lire certains passages qu'en temps normal où ça serait plutôt bien passé. Donc dans cette histoire, on va suivre Logan et Riley. Logan, c'est un grand acteur, il baigne dans le milieu du cinéma depuis sa tendre enfance, mais bon, les derniers temps, ça ne va pas. Il est sous l'emprise de drogue, il fait n'importe quoi, et son agent va le mettre un petit peu en pied du mur. Il va lui dire: écoute Logan, si tu retournes pas chez ta mère pendant un petit laps de temps, histoire de te mettre au vert, de te reprendre en main, bah écoute, ta carrière c'est terminé. Donc il ne va pas aller avoir le choix et il va retourner dans la maison familiale, sauf que il ne s'entend pas forcément bien avec sa mère, sa sœur il l'a un petit peu laissé de côté. Ça va être très très compliqué pour lui de se refaire une place dans sa famille, et ça va être d'autant plus compliqué que sa sœur a pour meilleure amie Riley qui est une jeune femme autant détruite que lui. Et c'est là la particularité de ce roman, c'est qu'on n'a pas un personnage détruit et un autre où ça va et qui l'aide à se reconstruire. Là on a les deux qui doivent se reconstruire, et Riley c'est la meilleure amie de sa sœur, du coup, comme je vous ai déjà dit, mais c'est également une voisine. Riley a vécu des choses difficiles, Riley se cache, Riley ne supporte pas forcément qu'on la touche, et alors Logan va jeter un petit peu son dévolu sur cette jeune femme parce qu'il y a quelque chose qui l'intrigue chez elle, et se concentrer sur elle va l'aider, lui, à ne pas se concentrer sur ses addictions. Donc on est un petit peu dans ce schéma-là, on est un petit peu dans les retrouvailles, dans la découverte de soi, dans une attirance qui va être mise à mal par rapport aux problèmes de chacun, et c'était hyper émouvant. On est dans le respect des personnages parce que même si Logan il a jeté son dévolu sur Riley, il va pas l'attaquer de front, il va aller avec douceur avec elle, il va essayer de la comprendre, il va d'abord essayer de tisser un lien d'amitié avant d'aller plus loin. Et la romance ne se lance pas avant la fin de ce roman, c'est pour ça que je dis que c'est un véritable slow burn. On est emporté dans la psychologie, dans la tourmente de ces personnages. On les suit à travers le point de vue de l'un et de l'autre, donc c'est d'autant plus passionnant parce qu'on a à la fois leurs pensées, leurs craintes et aussi leurs envies. On est bercé dans le milieu du cinéma, mais pas que, de la danse, de la musique, et on a des belles valeurs de famille et d'amitié. On a les tourments qui nous sont dépeints, et c'était hyper touchant. La plume est hyper agréable à lire. Et par-dessus tout, j'ai aimé le message du roman qui met en avant l'importance de se retrouver soi-même avant de pouvoir construire quelque chose. Donc franchement, je peux que vous conseiller ce premier tome. Et un petit conseil, ayez le tome 2 sous la main. Faites pas comme moi parce que la frustration est extrême dans ces cas-là. On va passer à de la fantasy avec Jemael, le premier tome d'une duologie de Audrey Wassel-Dinger. Ce roman, je l'ai acquis lors d'un salon littéraire en croisant l'autrice. C'est un roman qui m'intriguait beaucoup, dont j'avais vu passer plusieurs fois sur les réseaux. Et donc j'ai décidé de plonger dans la magie des gemmes. Alors ce roman m'a un petit peu déstabilisée parce que j'ai été très surprise du prologue, de l'introduction. L'histoire commence en étant dans notre monde auprès de Elina. Elina, c'est une jeune fille qui n'est pas comme les autres et dont sa famille ne la comprend pas. Et d'un coup, en fait, il se passe quelque chose
Et on se retrouve avec Elina dans le monde de Malfolie, du moins le royaume. Et puisque le monde c'est celui de Naël, si je dis pas de bêtises. Donc à Malfolie, on se retrouve avec Elina et Elina est endormie. Elina est présente tout le long du roman, mais elle n'est plus là. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer. C'est un élément qui m'a beaucoup perturbée. Et donc, dans ce nouveau royaume, on va faire la connaissance de la princesse Evendine. Et celle-ci parcourt un petit peu les villes du royaume, tout ça, pour mener quelques missions, notamment diplomatiques, auprès de son père, le roi. Et il y a quelque chose d'un petit peu complexe dans ce royaume parce qu'il y a une certaine magie qui est interdite, c'est la magie des gemmes. Et Evendine, elle va faire la connaissance de certaines personnes qui utilisent cette magie et elle va un petit peu voir les choses différemment, apprendre à les connaître et ça va renverser un petit peu toute sa vision du monde. Donc on est plongé dans ce roman parce que du coup... on va se poser plein de questions sur pourquoi la magie des gemmes est interdite, qu'est-ce que cela veut dire, qui sont les peuples nomades qu'on va rencontrer lors de notre périple, dont certains membres vont faire partie du convoi tout simplement de la princesse. Et on va en même temps être avec la princesse, être avec d'autres personnes qui vont découvrir Elina. Et on va se demander quelle est l'implication de cette jeune fille dans cette histoire tout simplement. Donc ce roman est écrit avec énormément de fluidité, j'aime beaucoup la plume. On a différents points de vue, si je me trompe pas, je me souviens plus exactement. C'est surtout qu'on a eu au début celui d'Elina et après on a surtout celui de la princesse. Mais l'univers est dépeint avec énormément de richesse. On voit que Audrey Westlund-Ginger, elle travaille son univers depuis un petit moment, il est assez complexe. Et on le découvre avec une narration, si je vous dis pas de bêtises, à la troisième personne. Et on a énormément de dialogues, on a un juste milieu entre ces dialogues, les descriptions, la narration. On a des personnages très nuancés, d'ailleurs je trouve que le caractère de la princesse fait un petit peu pourriaté. Et moi le personnage que j'ai préféré c'est celui qui est endormi, donc l'histoire était pour moi d'autant plus frustrante. J'ai très envie de comprendre les différentes cultures que l'on croise dans ce roman parce que comme je vous ai dit, on a le royaume de la princesse, on a d'autres royaumes qui sont cités et on a également des nomades et tout ça, on a les peuples qui utilisent la magie des gemmes, qui se cachent, on a une intrigue politique très très complexe. Après moi j'ai beaucoup aimé ce roman mais je ne l'ai pas lu au bon moment, quand je l'ai lu je n'étais pas dedans et c'est dommage, mais j'ai très très hâte de comprendre les enjeux de cette histoire à travers le tome 2, sachant que la fin c'est quand même assez énorme tout ce qui se passe et j'ai passé un super moment. En plus l'objet livre est très très beau, on a des illustrations, j'essaie de vous en trouver une à l'intérieur, on a une souplesse très agréable à la prise en main. Enfin ce premier tome est pour moi très prometteur pour la saga et du coup j'espère me plonger dans la suite incessamment sous peu. On va partir à la fois dans de l'historique et du fantastique avec Parfum d'étrange de Marie Boulet, Éclosion. C'est un livre que l'autrice m'a proposé de recevoir en service presse. J'ai accepté parce que j'étais très intriguée. Ici, on est dans les années 30 auprès de Garance, une jeune femme qui travaille dans les parfums et qui va arriver dans un pays niçois pour s'occuper d'un domaine. Ce domaine, justement, fait des récoltes de fleurs afin de créer des parfums. Et elle va un petit peu manager toutes ces équipes. J'ai été très intriguée de par le début de ce roman parce que on est dans un contexte où il se passe quelque chose d'assez gravissime qui va mettre le conflit entre les Allemands et les Français, notamment tout ce qui concerne Hitler en avant. Et j'étais intriguée parce que je me demandais qu'est-ce que ça faisait là, qu'est-ce que ça allait faire et je m'attendais à un truc waouh et ce truc waouh n'était pas là. Après on arrive dans l'arrière-pays niçois, on est auprès de Garance, on fait connaissance un petit peu avec les membres de ce domaine, avec le métier de cueilleur, de comment on fait un peu les parfums. On est vraiment immergé là-dedans dans cette thématique jusqu'au moment où il se passe des choses un peu bizarres, que Garance va découvrir une incidence un peu magique sur ces fleurs. Pourquoi? Parce que toutes les fleurs produisent des parfums qui sentent un peu nauséabonds, qui ne sont pas leurs parfums de base.
Donc on a une espèce d'enquête et c'est là qu'on va se rendre compte que la magie est mêlée à tous ces parfums qui prennent une mauvaise tournure. Donc j'ai trouvé ça très très intriguant, j'ai adoré les descriptions parce que l'autrice elle arrive à vous faire sentir les parfums à travers les mots et j'ai trouvé ça quand même assez fou. On arrive bien à s'immerger. Cependant, j'ai pas été captivée par l'enquête, par le récit, par le côté fantastique, alors que ce roman il a tout pour plaire, il a plein de qualités, mais je suis passée à côté. C'était soit pas pour moi, soit pas le bon moment. On a une héroïne qui est attachante, qui est investie, qui va chercher le cœur du problème, qui va se donner cœur et âme à son métier, qui est passionnée et qui en même temps va tisser certains liens avec des personnages dont on aura un léger aperçu de romance, mais celle-ci n'est pas du tout prédominante au récit. Après, j'ai trouvé que les propriétaires du domaine qu'on voit assez dans le roman et qui ont une importance bien capitale ne sont pas assez travaillés. J'aurais aimé avoir un peu plus d'éléments sur leur histoire, sur le fonctionnement du domaine, sur les autorismes qui ressortent de certaines choses, dont un certain personnage est assez emblématique dans ce roman. Comme je vous disais, on a une petite romance prédominante, pourtant je suis totalement restée hermétique au relationnel entre les personnages. La seule chose qui m'a vraiment captivée, ce sont les descriptions sur les parfums. Pour moi, ce roman, il a beaucoup de potentiel, mais clairement, je suis passée à côté et c'est même très difficile de vous en parler parce que j'ai oublié plein de détails, j'ai oublié plein de choses. C'est pas resté dans ma mémoire tout simplement. J'ai lu une romance que j'ai dévorée, mais littéralement que j'ai adorée. Il s'agit d'une parenthèse inattendue de Daria Fenn. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un roman auto-édité. Je l'ai lu en numérique. Et j'ai passé un trop beau moment. Donc on est dans un schéma de reconstruction après tout simplement une tromperie. On va suivre Maddie qui a été demandée en mariage par Julien. C'est un homme avec qui elle est en couple depuis plusieurs années, ils se connaissent depuis tout jeune et elle espérait cette demande en mariage plus que tout. Et le jour où ça arrive, le lendemain elle va rentrer un peu plus tôt et là, paf, elle le trouve en train de le tromper dans l'ascenseur de l'immeuble. Elle rentrait un peu plus tôt du travail, elle avait vraiment à cœur de faire une surprise. Vous imaginez le choc, le traumatisme. Suite à ça, forcément, elle fait demi-tour et puis elle va partir. Et en arrivant chez sa meilleure amie, elles vont passer une super soirée, mais sa meilleure amie est fan d'art et notamment elle devait livrer une œuvre d'art dans le sud. Et comme Maddie avait besoin de prendre le large, elle va proposer à Maddie de livrer cette œuvre d'art à sa place. On va se retrouver, si je dis pas de bêtises, à 7. Et Maddie va loger dans l'appartement de la grand-mère de sa meilleure amie qui était décédée, donc celle-ci a hérité. Et à côté, elle va faire connaissance d'un voisin, un voisin mystérieux, un voisin dont on aura une attraction dès le départ, un voisin qui est papa célibataire et qui donne tout pour son enfant, qui travaille, qui va essayer de vivre pour son gamin, comme tout parent célibataire le ferait, mais qui essaie également de garder une part de vie privée. Et si il enchaîne un petit peu certaines relations sans lendemain, avec Maddie, il va ressentir ce petit truc qui lui fera peut-être dire qu'une relation sérieuse est possible. Mais Maddie, elle est un petit peu perdue et tout ça, et on est plongé au cœur de la naissance de cette histoire d'amour. Et c'était totalement immersif, c'était génial, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance un petit peu maritime de cette ville de Sète. Ça m'a donné envie de prendre ma voiture et tout simplement d'aller visiter cet endroit. Je trouve que ce roman, il a une atmosphère réconfortante, une atmosphère qui est très très agréable à la lecture. J'ai adoré l'innocence qui transparaît du fils de Philippe. C'était hyper touchant. En plus, moi j'ai un faible quand il y a des enfants qui sont présents dans les histoires. Généralement, ça me fait fondre quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit. Deux petits bémols malgré tout pour ce roman. Il y avait quelques petites coquilles au niveau narratif.
C'est-à-dire qu'il manquait des petits pronoms par-ci par-là. Plus d'une fois, ça m'a fait buter sur la lecture. J'ai dû relire certaines phrases plusieurs fois. Après, c'est un roman auto-édité. Je l'avais depuis longtemps dans ma liseuse. Alors peut-être que depuis, il a été retravaillé et tout ça. Je ne sais pas. Et deuxième petit truc qui m'a gênée, à la fin, on a un élément perturbateur qui va faire que forcément l'histoire ne se passe pas comme ça devrait se passer, mais c'est logique, sinon on s'ennuierait un petit peu dans le roman. Et cet élément-là a été résolu pour moi un chouïa trop facilement. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais en tout cas, c'était une super romance. Bon, on va attaquer tout simplement avec une déception. C'est un thriller dont je vais vous parler, La Caste des Ténèbres de Ludovic l'Ancien, un livre que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Hugo via les opérations Masse Critique de Babelio. Et ça a été un vrai calvaire de lire ce roman. Mais vraiment, en fait, on est en 2020 à Paris auprès d'un enquêteur qui va revenir tout simplement de Bretagne. Il avait été enlevé de ses fonctions suite à des événements qui se sont passés assez traumatisants dans sa vie. Et quand il va arriver, il va assister à plusieurs drames, dont un cadavre qui va être le lancement de l'enquête, si je puis dire ça comme ça. J'essaie de faire appel à mes souvenirs parce que je vous avoue que comme j'ai pas aimé, ça s'est totalement évaporé de ma mémoire. Et donc, en menant cette enquête, il va se passer des choses bizarres et l'intrigue va prendre une drôle de tournure. Et ce qui est intriguant et ce qui m'a à la fois déçu dans ce roman, c'est qu'on est en même temps en 1995, au début de ce livre, ça commence comme ça, dans les faubourgs de Kumbhakam, en sud-est de l'Inde, et on va suivre Viresh, un Dali qui a 8 ans, et qui vit un véritable enfer, qui fait partie de certaines castes régies par la société, qui sont très archaïques, qui sont très inégalitaires, où il y a une pauvreté extrême. On suit vraiment ce petit garçon dans le prologue et paf, plus rien. Et après on arrive à Paris et on est bercé dans cette enquête et on retourne en Inde que à la fin du roman. Et à la fin du roman, on comprend pourquoi il y a ce parallèle-là. Mais moi, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus psychologique. Je m'attendais à ce que la partie sur l'Inde et les castes soit développée. Parce que c'était un petit peu ce qui m'intéressait dans ce roman quand j'ai accepté de le recevoir. Je m'attendais à qu'on ait une petite alternance de chapitres avec un coup on est en 1995, un coup on est au moment où notre enquêteur essaie de résoudre le crime en 2020, qui est vraiment un parallèle entre les deux et pas du tout. Et je m'attendais à avoir une psychologie des personnages qui est travaillée en profondeur, qu'on apprenne plein de choses, et non, là on est vraiment dans une enquête, tout ce qu'il y a de plus basique, et je me suis ennuyée. Il y a quand même quelques points positifs que j'avais notés. La narration est fluide, les descriptions et les dialogues sont assez équilibrés, donc ça se lit. Mais voilà, c'était pas du tout une lecture pour moi. Après, si vous aimez les thrillers qui sont vraiment centrés sur du 100% enquête, ça pourrait vous plaire. En tout cas, moi, ça a été une très grande déception. Et j'ai un petit peu oublié tout ce qui se passait dans l'histoire. On va passer à une romance qui a fait battre mon petit cœur. Une romance que j'ai adorée avec une autrice qui me déçoit vraiment rarement. Il s'agit de Rich Bastard de L.J. Chen, publié chez Collection et H. Ça a été un super moment lecture, ça a été un livre qui se dévore, une plume addictive et un L.J. Chen qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que je l'ai trouvé beaucoup moins vulgaire que ses romans précédents et c'est vraiment très agréable. Ici, on va être aux côtés de Chase Black et de Maddie. Chase Black, c'est un héritier d'un empire familial au niveau des entreprises. Assez important, il a tout ce qu'il veut, il a les femmes, il a tout, il est un petit peu imbu de lui-même, vous savez, cet homme qui a ce genre d'excès de confiance en lui, qui ne doute de rien, et c'est lui. Mais il se passe quelque chose dans sa vie, son père est mourant, mais son père appréciait une de ses anciennes petites amies, Maddie, avec qui il était 6 mois plus tôt. Et il leur a jamais annoncé la rupture puisqu'il ne voulait absolument pas décevoir ses parents, sachant que de base, lui, c'est pas son style de
s'installer dans des relations un petit peu sérieuses. Et avec Maddie, ça s'était fait dans des conditions un peu particulières qu'on apprend au cours du roman. Et Maddie, elle, elle a toujours eu du mal à se remettre de cette rupture. Elle a un rencard, mais Chase va débarquer en plein milieu de ce rencard parce qu'il doit lui parler. Elle va pas comprendre pourquoi elle le revoit plus de 6 mois après, elle qui a mis tant de difficultés à faire une croix sur lui, à l'effacer de son esprit. Elle va essayer de l'envoyer bouler, mais Chase, c'est Chase. Il est convaincant, il va savoir comment toucher le cœur de la jeune femme. Et donc, elle va devoir jouer sa fausse petite amie, faire croire que leur relation ne s'est jamais terminée et même qu'ils se sont fiancés. Voilà un petit peu le schéma de l'histoire et j'ai adoré. C'était juste génial, c'était immersif. Et la plume de L.J. Chen, c'est une plume pépite, c'est une plume qui est fluide, qui vous embarque à travers les points de vue des deux personnages principaux. On est dans leur tête, on a leur ressenti, on a leur crainte à chacun. Et quand on voit un petit peu ces points de vue s'opposer, les sentiments de chacun, les joutes verbales, les dialogues, c'est frais, c'est le genre d'histoire qui fait du bien tout simplement, même si on a des thématiques assez difficiles sur la maladie, le deuil, voilà. Mais en même temps, on apprend à connaître des personnages en profondeur, on voit au-delà des apparences et c'est ça que j'adore. C'est un roman avec une grande atmosphère familiale, qui est drôle, qui est touchant et du coup que je peux que conseiller. À présent, on va partir également dans de la romance, mais à caractère un petit peu plus spicy, avec Sous ton regard lâcher prise de Virginie Concier. Virginie Concier, c'est une autrice auto-éditée que j'aime beaucoup, dont je lis chacune des parutions. Et donc ici, nous serons dans le milieu de l'hôtellerie auprès de Lucas et Ludivine, avec une relation naissante un petit peu particulière, avec quelque chose qui se fait à distance et en même temps non. C'est très mystérieux dit comme ça. Donc on suit Ludivine qui va devoir remplacer le directeur de l'hôtel dans lequel elle travaille comme gouvernante à un grand séminaire en Écosse. À la base, ce sont les directeurs d'hôtel et leurs assistantes qui sont censés y aller, mais le directeur de l'hôtel de Ludivine, il est très particulier et il va envoyer la gouvernante. Ludivine a très peur de l'avion et dans l'avion elle va se retrouver à côté de Lucas. Lucas qui va être très réconfortant, Lucas qui va lui apporter beaucoup de soutien, Lucas qui est très très beau. Elle va le trouver absolument magnifique, lui va avoir une petite attirance pour elle. Ils vont commencer à discuter, puis de fil en aiguille, en fait, ils se rendent compte qu'ils vont aller au même séminaire. Du moins, Lucas va apprendre des choses sur Ludivine, notamment sur son métier et l'hôtel, qui vont faire en sorte qu'une enquête va se déclarer parce qu'en fait, Lucas paraît être un random, mais ce n'en est pas un. Voilà, j'en dis pas plus. Donc on va voir ces deux personnages qui vont tisser un petit peu des liens, une amitié, et qui vont après avoir une drôle de relation, sachant que Lucas n'est pas ce qu'il paraît. Ludivine, elle, a beaucoup de difficultés au niveau professionnel parce que son directeur de l'hôtel où elle travaille est une véritable ordure. Et en même temps, elle va discuter avec une personne sur les réseaux. Et parce que Ludivine, c'est une Instagrammeuse, elle parle de ses bouquins, elle fait des super montages photos, elle parle de tout ce qu'elle lit avec énormément de passion. Et la personne avec qui elle va discuter a commenté plusieurs de ses posts et lui est fanat de photographie. Et ensemble va s'installer une relation des plus érotique à distance. Ils vont oser se dévoiler à l'autre sans pour autant se dévoiler soi-même. Et c'était hyper bien décrit, c'était hyper tendre. On a cette thématique de l'hôtellerie avec le personnage de Lucas d'un côté et cette rencontre fortuite avec un certain inconnu sur les réseaux. Et Ludivine va se retrouver dans ce quotidien hors norme, ce quotidien qui va lui permettre un petit moment d'évasion et c'était pépite.
Alors même si on est un petit peu dans la romance érotique, Virginie Cancier n'utilise aucune vulgarité. C'est toutes des descriptions avec tendresse, avec beaucoup de douceur, avec respect et j'ai adoré ça. En plus, c'est plus le côté masculin qui va se dévoiler que le côté féminin. On a des personnages qui sont hauts en couleur, avec des dialogues qui sont hilarants. J'ai passé un trop bon moment. J'ai trouvé que le milieu de l'hôtellerie était superbement décrit. On est vraiment immergé aux côtés de Ludivine et de ses collègues et de tout ce qui se passe. On est immergé dans les difficultés du milieu professionnel. On est immergé dans une histoire d'amour naissante. On est immergé à travers cette plume hyper addictive. Et j'ai vraiment adoré. De plus, j'ai un personnage qui m'a fait vriller. Un personnage... En fait, je crois que c'est mon personnage favori de cette histoire. Il s'agit de la grand-mère de Ludivine, qui n'est absolument pas comme les autres. D'ailleurs, tout ce qui va se passer dans le roman part de la grand-mère. Et je vous jure qu'après avoir lu ce roman-là, vous voulez avoir une grand-mère pareille. Ah, mais c'est juste pépite. J'ai trop aimé. Malheureusement, je peux pas vous en dire plus parce que... En fait, c'est un roman qu'il est difficile de ne pas spoiler tout simplement en vous en parlant. Mais par contre, si vous aimez un petit peu tout ce qui est spicy, je peux que vous conseiller d'y aller. Partons au sanctuaire de la mort avec l'apprentie faucheuse de J. Robin, publié dans aux éditions Le Héron d'Argent. Premier livre que je lis de cette maison d'édition et j'ai adoré. C'était hyper bien fait, hyper bien construit. J'aime beaucoup la prise en main du livre. Non seulement j'aime bien la couverture, mais en plus on a de superbes illustrations à l'intérieur. Ce roman a vraiment tout pour plaire. Nous sommes ici dans une duologie. Le titre de la duologie, c'est Rouge Sang et Noir Corbeau. Et donc ici, nous allons partir auprès de Amelia Pratt. Amelia Pratt est une domestique en 1850 et elle va mourir dans des circonstances peu communes et dont on aura un aperçu de sa mort après de Gabriel. Gabriel qui est un homme qui la connaissait en 1850 et qui est lié à la mort de la jeune femme. Donc, suite à sa mort, elle va renaître sous les traits d'une des 7 petites faucheuses et pour l'aider dans sa mission de récolter les fantômes et les esprits, elle va devoir choisir un Ankou. Un Ankou, c'est quelqu'un qui sera là pour l'aider et faire tout ce qu'elle demande. Mais genre, elle ordonne, il est obligé de faire. Donc Gabriel, son tueur entre guillemets, va devenir son Ankou. C'est lui qu'elle va choisir en espérant le punir pour l'éternité. Donc autant dire qu'on a un prémisse d'une romance enemies to lovers, mais en même temps qu'on a des dialogues assez tumultueux. On est immergé dans cette histoire d'abord en tant qu'Amélia quand elle était domestique, puis après on découvre le sanctuaire de la mort lorsqu'elle devient une petite faucheuse, son fonctionnement, comment fonctionne l'Ankou, quelle est sa mission, jusqu'au moment où paf, il se passe quelque chose de grandiose et là tout part en vrille. Et on est propulsé dans une folle aventure avec de l'enquête, avec un gros problème à résoudre. On va apprendre à côtoyer les cavaliers, on va apprendre à côtoyer les autres faucheuses et on va découvrir plein de choses en ce qui concerne la mort. On a 3 points de vue narratifs dans ce roman. On a celui d'Amélia, on a celui de Gabriel, son Ankou, et un autre point de vue qui va arriver plus tard et qui aura une importance assez capitale dans la suite du récit. Amélia, c'est l'anti-héroïne détestable. Moi personnellement, je l'ai trouvée assez caractérielle. Je trouvais qu'elle allait un peu fort dans sa façon de faire, mais d'un autre côté on comprend pourquoi et j'espère voir une évolution assez notable dans la suite de la duologie. Gabriel, ce qui est assez fort, c'est que ça a beau être l'Ankou qui est à l'origine de la mort d'Amélia, on se prend d'un attachement assez énorme à son encontre et c'était hyper fun. Et l'autre personnage que l'on rencontre, qui nous narre l'histoire d'un certain point de vue, c'est un personnage qui est pour le moment très mystérieux et que j'ai hâte d'apprendre à connaître. C'est un roman qui m'intrigue de par la magie, notamment tout ce qui est lié au sanctuaire de la mort par rapport au point de vue relationnel.
et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette histoire, surtout que on est dans un récit qui ne nous laisse absolument aucun répit. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un petit faible pour les histoires interdites et c'est le cas avec Jeux de main de Alex Bevimo, le premier tome, publié chez Cherry Publishing. C'est un livre que j'ai reçu en service presse et que j'ai dévoré malgré le pavé que c'est. En moins de 2 jours, c'était plié. Ici, on va suivre Camille et Liam. Camille vit avec son père dans la nouvelle maison familiale puisqu'il a reconstruit sa vie avec une femme qui s'appelle Carole. Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble et ils ont chacun des enfants. Camille est fille unique et Carole a un fils aîné, Liam, et une autre jeune fille qui, elle, est en bas âge. Donc ils vivent un petit peu tous ensemble, sauf que Liam, jusque maintenant, il vivait dans un internat. Il était au lycée ou à la fac, je sais plus. Et il vivait un peu loin, il va revenir dans la maison familiale pour ses études. Sauf que bon, même si ça fait plus de 3 ans que Carole et le père de Camille vivent ensemble, Liam et Camille n'ont jamais pu se blairer, se supporter au quotidien. Et forcément, ils ne sont pas ravis de cohabiter. Afin de calmer un petit peu les conflits, de créer une atmosphère avec une famille unie, Carole va leur imposer de faire 2 activités ensemble par semaine afin qu'ils arrivent à se rapprocher et à tisser des liens. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Au lieu de nouer des sentiments fraternels, ils vont nouer tout autre chose. J'ai adoré ce roman qui nous immerge déjà dans un quotidien bien en place. Souvent, vous savez, on est là avec une héroïne qui arrive dans sa nouvelle belle famille et qui va apprendre à les connaître. Non, là, ils se connaissent déjà. Camille a sa routine entre le fait qu'elle s'occupe de Maëva, la petite fille de Carole avec qui elle a tissé des liens très très forts. Elle et Carole s'entendent plutôt bien. Elle a une relation compliquée avec son père, mais bon, ça c'est pas nouveau. Et puis il y a Liam qu'elle déteste depuis toujours. Enfin, on est vraiment ancré dans cette routine qui va prendre une toute nouvelle tournure, où on va voir de nouveaux éléments qui vont se tisser en perspective. Le roman est écrit quasiment que du point de vue de Camille. Celui de Liam arrive à la toute fin du roman parce qu'il y a un élément qui arrive et tout part en vrille. En commençant cette lecture, j'ai eu un petit peu peur puisque comme on est dans un quotidien bien ancré avec des personnages qui se connaissent, la romance arrive quand même assez rapidement. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on va rentrer dans une histoire avec du je t'aime moi non plus, ou c'est un petit peu tout rébarbatif? Et pas du tout. L'histoire va prendre une tournure que je n'imaginais même pas. J'ai été totalement surprise. Et on est aussi immergé au cœur de la musique, au cœur de différentes amitiés. On est immergé dans une atmosphère familiale qui finalement n'a pas l'air d'être ce qu'elle est réellement. On a des dialogues épiques, on a de l'humour et on a aussi beaucoup de sentiments forts exprimés. Enfin, c'était hyper touchant. Moi, j'ai adoré la petite Maëva, sa fraîcheur. J'ai beaucoup aimé l'évolution du caractère de Camille et de Liam et la tendresse qui se dégage de ces 2 personnages. J'ai aimé leur passion respective puisque Liam, il est musicien, il est guitariste et batteur. Il joue dans un groupe qui va évoluer jusqu'à être connu. Et on a Camille qui est un virtuose au piano, qui elle aussi joue de la guitare. On a des amitiés qui vont au-delà de la simple amitié. Et c'était juste trop bien. J'ai trop hâte de lire la suite de ce roman. Pour terminer ce point lecture, on va partir dans la suite d'une réécriture du conte de la Belle et la Bête avec un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer, publié chez Rajo, une suite que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Alors, le premier tome, c'est Un sorcier noir et éternel, et dans cette histoire, on suit une jeune fille de notre monde qui va sauver une personne en train de se faire enlever, et c'est elle qui va être enlevée, et elle va se retrouver dans un nouveau monde, prisonnière d'un château pour mettre fin à une malédiction. J'avais adoré ce premier tome, surtout qu'il mettait en avant Harper, une héroïne handicapée. Donc j'avais trouvé ça hyper original et je m'étais attachée aux 2 personnages principaux, Ren qui est le prince et Gray qui est son commandant. Voilà pour la brève histoire et donc dans ce tome 2 on se retrouve un peu quelques mois plus tard après la fin du 1 et on va suivre principalement Gray
et une autre protagoniste. C'est là où j'ai été assez déstabilisée. Parce que je m'attendais à avoir vraiment une suite où on retrouve vraiment tous les personnages principaux. Tous les personnages principaux sont bien là. Mais Harper, on doit avoir un chapitre de son point de vue. Et Ren, on a un peu plus de chapitres de son point de vue, mais ils sont assez faiblards. Et on va principalement être dans la tête de Gray, le commandant de Ren. Et de Liamara, qui est princesse, si je puis dire ça comme ça, mais pas la véritable princesse, puisque c'est pas l'héritière du royaume, opposé, celui qui veut faire absolument la guerre à celui d'Amberfall, qui est le royaume du prince Ren. Donc j'ai beaucoup apprécié faire la connaissance de Liamara, qui est une personnalité vraiment pleine de bonté, qui est très très touchante. J'ai apprécié voir les dilemmes de Gray, même si je ne comprends pas certaines de ses décisions. Et par contre, je regrette de ne pas avoir le point de vue de Ren et de Harper un peu plus. Pourtant, je comprends le choix de l'autrice de ne pas les mettre en avant dans ce tome-là parce que ça entretient le suspense de ce roman. Ça entretient toute l'originalité qu'a cette réécriture et le développement de l'univers dans lequel on est, parce que c'est un univers très riche où il y a plusieurs royaumes, où il y a des tensions entre eux, où il y a des accords commerciaux. On a vraiment un petit côté politique qui se développe. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'action dans ce tome-là, mais non. Si on apprend à connaître Amberfall dans le premier tome, ici on va apprendre à connaître l'autre côté. On a une histoire qui va se développer petit à petit, et encore à la fin, on a quelque chose qui va vous laisser vraiment pantois, quelque chose qui va vous surprendre, et c'est là où est tout le génie de Brigitte Kimmerer, parce qu'elle arrive à maintenir le suspense. Dans ce roman, on a beaucoup d'événements qui s'enchaînent, on a beaucoup de tourments, on a beaucoup de dilemmes, et on voit certains personnages totalement différemment. Ça fait un peu comme quand vous avez lu le tome 1 de Hakotar et qu'après vous lisez le tome 2, ce retournement de situation et cette affection que vous avez pour certains personnages va complètement vriller. Et bah, j'ai beaucoup aimé et j'ai passé un trop bon moment. J'ai trouvé que malgré tout qu'il y avait quand même quelques longueurs, mais c'est pas hyper gênant. Ça permet de développer encore plus l'intrigue et j'ai hâte de lire le tome 3, mais j'espère vraiment retrouver le point de vue de Harper parce que c'était le personnage que j'avais absolument préféré. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. Il y a eu pas mal de déceptions ou de lectures mitigées. Certains livres que j'avais plus trop en mémoire, donc ça a été assez compliqué de vous en parler. J'espère quand même que tout a été bien compréhensible et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis sur les livres si vous les connaissez, ou à me dire s'il y en a un qui vous tente parmi cette sélection. Enfin sélection non, c'est parmi la pile de livres que j'ai lus dernièrement. En tout cas, je vous souhaite du coup une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'ai très hâte de vous lire en commentaire. Ciao ciao.